Une veuve qui n'a jamais versé une larme. Quel secret cache-t-elle? Bienvenue dans les dossiers, je suis votre hôte, Étienne. D'où venez-vous aujourd'hui? Vos commentaires nous touchent beaucoup. Découvrons ensemble le mystère. L'épaisse brume s'accrochait aux pelouses vallonnées de Greystone Manor comme un linceul. Même aux premières lueurs du matin, la grande maison semblait inquiétante. Ses pignons abrupts et ses murs recouverts de lierre se dressaient comme des sentinelles silencieuses. C'est ici, derrière les lourdes portes en chêne, que le drame avait frappé. Sir Everard Bruton, industriel estimé et patriarche de la famille Bruton, a été retrouvé mort dans son bureau privé. Il était assis, affalé sur son bureau en acajou poli, une lettre inachevée devant lui et un verre de cognac à moitié vide à ses côtés. La cause officielle du décès, selon le médecin local, le docteur Miles Corrigan, était une crise cardiaque massive, soudaine, mais chez un homme de l'âge et du tempérament avancé de Sir Everard, pas totalement inattendue. Pourtant, parmi les domestiques et les habitants du marché voisin de Ledbury, des chuchotements se faisaient entendre. Des murmures selon lesquels la mort était arrivée trop commodément, que la balance du destin avait été altérée. Des chuchotements également à propos de Lady Cecilia Bruton, la seconde épouse beaucoup plus jeune du défunt, une femme dont le détachement et l'attitude froide, presque hautaine, face à la mort soudaine de son mari, avaient déstabilisé même les spectateurs les plus endurcis. Lady Bruton ne pleura pas. Elle n'a pas pleuré. Elle ne se retira pas dans ses appartements désespérés, comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, elle avait présidé aux préparatifs des funérailles de Sir Everard avec une grande efficacité, le visage impassible. Pour ceux qui ont assisté au sombre service à l'église Saint-Luc, ses yeux secs et le léger air de soulagement qui l'entourait étaient plus scandaleux que des lamentations ouvertes. C'est peut-être cette incongruité qui a poussé la nièce de feu Sir Everard, Miss Arabella Bruton, à demander de l'aide. Arabella, une jeune femme pleine d'entrain, dotée d'un esprit vif et d'une loyauté farouche envers son oncle, nourrissait depuis longtemps des soupçons à l'égard de Lady Cecilia. C'est elle qui avait appelé discrètement à Londres un certain détective belge célèbre, doté d'un sens dramatique et d'un esprit d'une précision sans égale. Ainsi, Hercule Poirot, resplendissant dans un costume gris tourterelle, des chaussures en cuir verni brillant malgré la boue de la campagne et des guêtres blanches parfaites posées au-dessus d'elle, arriva-t-il à Greystone Manor 2 jours après les funérailles de Sir Everard. Il quitta le Daimler engagé avec le plus grand soin, inspectant le manoir avec des yeux perçants et évaluateurs. Son élégante moustache, méticuleusement soignée, se contractait légèrement en contemplant le décor sombre. Il avait été convoqué pour une consultation, avait déclaré Arabella. Mais l'expérience avait appris à Poirot que, là où il y avait une consultation, il y avait souvent quelque chose de bien plus sinistre sous la surface. Arabella elle-même l'attendait sur le seuil, une jeune femme mince et blonde, dont le visage anxieux s'illumina d'un soulagement visible. À sa vue, « Monsieur Poirot, » dit-elle en tendant sa main gantée, « je ne peux pas te dire à quel point je suis reconnaissant que tu aies accepté de venir. » Poirot s'inclina légèrement au-dessus de sa main. « Mademoiselle, pour vous, cela me fait plaisir. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous soupçonnez précisément ?» Arabella jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de le faire entrer. Le grand hall d'entrée était dominé par un imposant escalier et des portraits d'ancêtres au visage sombre. Les yeux perçants de Poirot passèrent de l'un à l'autre, remarquant les sourcils sévères et les bouches hautaines. Une famille qui se targuait de discipline, sans aucun doute. « C'est Lady Cecilia », dit Arabella à voix basse en le conduisant vers la salle du matin. « Elle a tort d'une manière ou d'une autre. Froid, contre nature. Je ne peux pas l'expliquer, monsieur Poirot, mais je sais que la mort de l'oncle Everard n'était pas naturelle. Il n'avait aucun problème cardiaque auparavant, aucun à notre connaissance. Il était robuste, fort. Et pourtant, dit pensivement Poirot, la mort survient souvent sans avertissement.
Surtout chez les hommes de son âge, non? Arabella se tordit les mains. Oui, mais il y a plus. Oncle avait récemment modifié son testament. Il ne l'a jamais dit, mais j'ai entendu une conversation entre lui et M. Lyle, son avocat. Il avait l'intention de tout laisser à moi et à mon frère Edward. Il pensait que Lady Cecilia n'était pas ce qu'elle semblait. L'intérêt de Poirot s'est visiblement accru. Ah, c'est un motif des plus puissants, l'héritage. Arabella hocha farouchement la tête. Et maintenant, le testament a disparu. Monsieur Lyle jure avoir envoyé la version révisée à son oncle pour qu'il la signe. Mais personne ne peut le trouver. Il ne reste que l'Ancien Testament, laissant presque tout à Lady Cecilia. Poirot tapota le bout de ses doigts. Un testament manquant, une mort subite, une veuve qui ne pleure pas. Mon Dieu, c'est presque trop soigné, n'est-ce pas? Les yeux d'Arabella étaient écarquillés d'espoir. « Vous allez m'aider, monsieur Poirot? Vous découvrirez la vérité ?» Il sourit doucement. « Mademoiselle, moi, Hercule Poirot, je trouverai la vérité, mais oui, même s'il se cache derrière de nombreux voiles. » Il s'arrêta, examinant la pièce richement aménagée, les meubles polis, les lourds rideaux de velours, les compositions florales élaborées qui semblaient presque funèbres. « Dites-moi, » dit-il en baissant la voix, « qui était dans la maison la nuit où Sir Everard est mort ?» Arabella réfléchit un instant. « Lady Cecilia, bien sûr. Moi-même. Edward. Il venait de Cambridge. Madame Danvers, la gouvernante. Hawkins, le majordome. Et le docteur Corrigan, il dînait avec nous. C'est un vieil ami de la famille. » Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement. « Le docteur Corrigan était là ?»« Oui, il rendait souvent visite à mon oncle. Ils jouaient aux échecs, ensemble tous les 15 jours. »« Ah, dit doucement Poirot. Et naturellement, c'est lui qui a déclaré Sir Everard mort. » Arabella hocha la tête. « Oui. » Poirot lissa pensivement ses gants. Déjà, les contours de quelque chose, un schéma de tension caché, commençaient à se former dans son esprit. Une mort déclarée naturelle, un document manquant, une veuve qui n'a versé aucune larme et une maison pleine de témoins potentiels ou de suspects. Il y eut une longue pause d'attente. « Très bien, » dit enfin Poirot. « Vous devez faire en sorte que je les rencontre tous. Je dois observer, non seulement les mots qu'ils disent, mais aussi les choses qu'ils ne disent pas. » Il sourit intérieurement. Dans l'obscurité brumeuse de Greystone Manor, Hercule Poirot sentit le premier parfum délicat d'un mystère. Et là où il y avait du mystère, il y avait de la tromperie. Et là où il y avait tromperie, il y avait toujours finalement révélation. La salle du matin de Greystone Manor avait été transformée à la hâte en une sorte de salon impromptu. Sur la douce insistance de Poirot, Arabella avait convoqué toutes les personnes présentes la nuit de la mort de Sir Everard. Poirot était assis légèrement à l'écart, en équilibre sur une chaise au dossier rigide, ses yeux perçants, ne manquant de rien. Il les avait arrangés délibérément. C'était après tout autant une question de théâtre que de déduction. À sa droite était assise Lady Cecilia, sa tenue de deuil noir impeccable, mais curieusement austère sur sa peau pâle. Elle ne portait pas de voile, et ses doigts fins jouaient paresseusement avec une pochette en perles de jais. Son attitude était empreinte de patience et de sang-froid, comme si elle endurait une obligation sociale désagréable, plutôt qu'une tragédie familiale. À côté d'elle se trouvait Edward Bruton, le frère d'Arabella, un jeune homme, à l'air insouciant d'une indifférence privilégiée. Ses cheveux blonds tombaient en désordre sur son front et il était vêtu d'un costume en tweed légèrement froissé. Il semblait presque ennuyé par les débats, tapant doucement du pied contre le pied de la table basse. Madame Danvers, la gouvernante, était assise bien droite, son visage ridé arborant des lignes sombres et convenables. Ses mains noueuses reposaient sur ses genoux, et ses yeux perçants allaient anxieusement de Poirot à Lady Cecilia. Le docteur Miles Corrigan, en revanche, semblait détendu, presque jovial. Homme costaud d'une 60aine d'années, il dégageait un charme rustique.
son visage rond plissé par les sourires habituels. Pourtant Poirot remarqua la légère transpiration au niveau de ses tempes et la façon dont il évitait le contact visuel direct. Enfin, Hawkins, le majordome, se tenait discrètement près de la porte, comme s'il était prêt à disparaître au moindre signe de renvoi. Ses cheveux gris étaient soigneusement lissés en arrière, et son attitude était d'un professionnalisme irréprochable. Bien que Poirot ait observé le léger tremblement dans les mains de l'homme alors qu'il ajustait ses poignets. Poirot s'éclaircit délicatement la gorge, attirant l'attention sans élever la voix. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il d'une voix douce et courtoise, « je suis ici à la demande de mademoiselle Bruton. Ce n'est pas à moi de troubler votre deuil, non, mais il y a certaines questions qu'il faut se poser. » Lady Cecilia arqua un sourcil parfaitement épilé. « Des questions, monsieur Poirot. L'acte de décès indique très clairement que mon mari est décédé de cause naturelle. » Poirot inclina la tête. « Exactement, madame. Et pourtant, c'est dans la nature d'Hercule Poirot d'être minutieux. Vous me ferez plaisir, n'est-ce pas ?» Il y eut un silence bref et tendu. Les lèvres de Lady Cecilia se resserrèrent, mais elle hocha la tête gracieusement, bien que froidement. « Très bien, » dit Poirot. « Peut-être auriez-vous tous la gentillesse de raconter brièvement vos déplacements la nuit de la mort de Sir Everard. » Il se tourna d'abord vers Edward Bruton qui haussa négligemment les épaules. « J'ai dîné ici avec les autres, » dit Edward. « Après, je suis allé lire à la bibliothèque. Je ne me sentais pas particulièrement sociable. Et vous avez vu. »« Sir Everard pour la dernière fois ?» demanda Poirot. « Au dîner, » répondit Edward. Il était de bonne humeur et parlait d'une question d'investissement fastidieuse. Poirot hocha la tête et tourna son regard vers Madame Danvers. « J'ai vidé la salle à manger, » dit Madame Danvers d'une voix grinçante comme des feuilles sèches. « Puis je suis allé dans mes quartiers. Je souffre de migraine, monsieur Poirot. J'ai pris mes médicaments et je me suis retiré tôt. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Vous n'avez pas vérifié Sir Everard avant de prendre votre retraite ?» Madame Danvers hésita. « Non, monsieur. Lady Cecilia m'a dit qu'elle veillerait à son confort. » Poirot a classé les informations et s'est adressé au docteur Corrigan. « Je suis resté un moment après le dîner, » dit le médecin en se frottant le menton d'un air pensif. « Sir Everard et moi jouions habituellement une partie d'échecs, mais cette nuit-là, il semblait agité, distrait. Après environ 1 heure, j'ai pris congé. » Poirot hocha lentement la tête. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Sir Everard ?» Le docteur Corrigan haussa les épaules. Il était plus irritable que d'habitude, mais ce n'était pas rare. Il avait un caractère féroce, surtout lorsqu'il discutait des finances de la famille. Poirot tourna finalement son regard vers Hawkins. « J'ai servi du café dans le salon, » dit doucement Hawkins. « Ensuite, j'ai apporté à Sir Everard un verre de cognac dans le bureau, comme il l'avait demandé. Il m'a ensuite renvoyé. Je ne l'ai plus revu. »« Et les autres ?» demanda Poirot. « Lady Cecilia a pris sa retraite prématurément, » a déclaré Hawkins. « Elle avait mal à la tête, dit-elle. Le jeune maître est allé à la bibliothèque, Madame Danvers dans ses quartiers. Le docteur Corrigan est parti. » Les doigts de Poirot tapotèrent légèrement le bras de son fauteuil. « Et à quelle heure avez-vous vu Sir Everard vivant pour la dernière fois ?» il a demandé. « Vers 10 heures, monsieur, » répondit Hawkins. « Bon, » dit Poirot. « Et qui a découvert le corps ?»« Je l'ai fait, » intervint Lady Cecilia d'une voix nette. « Je suis allé souhaiter une bonne nuit à Everard. Je l'ai trouvé... » Elle fit une pause délicatement. Affalée sur son bureau, j'ai immédiatement appelé le docteur Corrigan. Les yeux de Poirot brillèrent. « Et où était conservé le... »« Testament disparu, madame. » Le sourire de Lady Cecilia était fin comme un rasoir. Dans le coffre-fort verrouillé derrière le tableau dans le bureau, seul Sir Everard connaissait la combinaison. Poirot hocha la tête une fois de plus, puis se rassit, croisant soigneusement les mains. Il avait désormais toutes leurs versions officielles. Mais il ne s'agissait pas seulement des mots qu'il avait notés. Non,
C'était la subtile lueur d'hésitation, le pincement momentané d'une bouche, la façon dont Edward évitait le regard de Lady Cecilia, le léger tremblement dans la voix de Hawkins. Chacun d'eux, Poirot en était certain, cachait quelque chose, et les secrets, aussi soigneusement cachés soient-ils, avaient la curieuse habitude de divulguer, sous la bonne pression. Poirot se leva avec un petit salut élégant. « Merci. Mes amis, dit-il, vous m'avez été d'une grande aide. Je vais vous déranger un peu plus avec des conversations individuelles, bien entendu. » En quittant la salle du matin, Poirot s'autorisa un petit sourire satisfait. La représentation avait commencé. Et lui, Hercule Poirot, était sur le point de jouer au jeu le plus délicat de tous, démasquer les mensonges. Poirot préférait mener ses entretiens dans un petit salon juste à côté du hall du matin, une pièce confortable avec de la lumière pénétrant à travers de hautes fenêtres et l'arôme réconfortant du cirage à bois et des vieux livres persistant dans l'air. Arabella le lui avait proposé et Poirot, toujours conscient de l'atmosphère, l'avait approuvé. C'était le genre de terrain neutre dont il avait besoin. Privé, mais suffisamment proche du cœur de la maison pour observer les regards passants, les échanges chuchotés et les hésitations révélatrices de la culpabilité. Il a commencé, comme c'était son habitude, non pas par le personnage le plus évident, mais par celui qui pourrait involontairement révéler le caractère des autres. Le majordome Hawkins entra à pas silencieux, se tenant respectueusement devant la chaise indiquée par Poirot. Il joignit les mains derrière son dos, son air parfaitement calme, mais Poirot remarqua la légère pâleur de son teint et le regard tourné vers la porte. « Asseyez-vous, monsieur, » dit gentiment Poirot. « Nous parlerons en homme du monde, n'est-ce pas ?» Hawkins obéit, s'abaissant avec raideur sur la chaise. « Vous étiez avec Sir Everard la dernière fois, non ?» Poirot commença la conversation. « Oui, monsieur. Je lui ai apporté le cognac comme il l'a demandé. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ?» Hawkins secoua lentement la tête. Il semblait préoccupé, monsieur. Il regardait une lettre sur son bureau. « Une lettre ? Oui, monsieur. Ça avait l'air important. Du papier épais. Sa main tremblait un peu quand il l'attrapa. Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Et avez-vous vu le contenu par hasard ?» Hawkins hésita. « Seulement un aperçu, monsieur. Il y avait un blason, une sorte d'emblème d'aspect officiel au sommet. »« Intéressant, murmura Poirot. « Et le cognac, tu l'as versé toi-même ?»« Oui, monsieur. » De la carafe dans le bureau. Poirot se tapota pensivement le menton. « Tu es certain qu'il n'y avait pas été touché avant que tu le verses ?» Hawkins parut surpris. « Bien sûr, monsieur. J'ai débouché la carafe moi-même. » Poirot fit une note mentale. S'il s'agissait de poison, et son instinct lui murmurait que cela pourrait être le cas, il était peu probable qu'il ait été administré via le cognac. Il renvoya Hawkins d'un signe de tête poli, retournant déjà l'information. Dans son esprit, une lettre avec un écusson officiel, l'agitation de Sir Everard, un brandy probablement exempt de falsification. Ensuite, Madame Danvers a été convoquée. La gouvernante entra vivement, ses talons claquant brusquement contre le parquet. Elle se percha sur le bord de son siège, les mains fermement croisées sur ses genoux, et regarda Poirot avec une suspicion à peine voilée. « Vous travaillez ici depuis longtemps, madame ?» demanda doucement Poirot. « 32 ans, monsieur, » dit fièrement Madame Danvers, « depuis avant que Sir Everard n'hérite de Greystone. »« Et vous connaissiez feu Lady Bruton, la première épouse de Sir Everard ?» Un éclair d'émotion traversa le visage de Madame Danvers, rapidement réprimé. « Oui, monsieur, c'était une dame gentille et douce. Elle nous a beaucoup manqué. » Poirot sourit intérieurement. La voilà, la condamnation tacite de Lady Cecilia. « Vous ne considérez pas Lady Cecilia de la même manière, je pense ?» Madame Danvers pinça les lèvres. « Ce n'est pas ma place, monsieur. »« Ah, mais c'est précisément ta place, » dit doucement Poirot. « Vous qui connaissez la maison et ses habitants, vous voyez ce que les autres ne voient pas.
Madame Danvers hésita, puis parla à voix basse. « Lady Cecilia n'est pas comme nous, monsieur. Elle se tient à l'écart. Elle a ses propres manières. » Des voix froides, suggéra Poirot. Un bref signe de tête réticent. « Et la nuit où Sir Everard est mort ?» demanda Poirot. « Je l'ai vu descendre dans le couloir après s'être retiré », a déclaré Madame Danvers, le surprenant. « Il était près de minuit. Elle a dit qu'elle cherchait un livre, mais elle était près du bureau, pas de la bibliothèque. »« Ah !» dit doucement Poirot. « Et tu as trouvé ça étrange ?» Les yeux de Madame Danvers brillaient. « Oui, monsieur. » Poirot se pencha en arrière, réfléchissant. Lady Cecilia s'était trouvée à proximité du bureau après le départ de la maison, et la volonté avait disparu. Il remercia Madame Danvers et la renvoya. Le docteur Corrigan était le suivant. Le médecin entra avec un sourire facile, s'asseyant confortablement en face de Poirot. Il respirait l'affabilité, mais Poirot détecta le ton réservé qu'il contenait. « Vous êtes un ami de la famille depuis longtemps ?» demanda Poirot. « Des années, » a déclaré Corrigan. « Everard et moi partagions l'amour des échecs et du bon brandy. Vous êtes certain que la mort de Sir Everard était naturelle ?» Corrigan haussa les épaules. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune marque suspecte. Cela ressemblait à chaque centimètre carré d'une coronaire massive. Poirot inclina pensivement la tête. « Et pourtant, vous ne vous opposeriez pas si je demandais une autopsie ?» Corrigan se raidit. « Je dirais que c'est inutile, de mauvais goût. »« C'est peut-être déplaisant, » dit doucement Poirot. « Mais nécessaire ?» La bouche du docteur se serra. « Si vous insistez. » Poirot sourit faiblement. Il n'avait pas l'intention d'exhumer Sir Everard sans motif, mais la réticence de Corrigan était remarquable. « Et la nuit du décès ?» demanda Poirot. « Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel ?» Corrigan secoua la tête. Sauf qu'Evrard semblait plus anxieux que d'habitude. Il marmonnait qu'il devait mettre de l'ordre dans ses affaires. Poirot a classé ça, des affaires, comme un Nouveau Testament. Il laissa Corrigan partir avec un mot poli, son esprit s'emballant. Edward Bruton arriva ensuite, les mains dans les poches, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Vous pensez que quelqu'un a assassiné le vieil homme ?» dit Edward en se détendant. Poirot sourit sans humour. « Je pense qu'il est sage d'envisager toutes les possibilités. » Edward haussa les épaules. « Ce n'était pas moi, si c'est ce que vous voulez dire. J'en avais marre de tous les drames familiaux. J'ai ma propre vie à Cambridge. »« Ah, » dit Poirot, « et pourtant tu es rentré à la maison pour le week-end. » Edward bâilla. « Obligation familiale. Oncle Everard aurait fait des ravages si je ne l'avais pas fait. Et qu'en est-il de votre relation avec Lady Cecilia ?» Le sourire narquois d'Edward s'effaça. « Elle ne fait pas partie de la famille. Pas vraiment. Elle a épousé oncle pour son argent. Tout le monde le savait. » Il y eut un éclair d'amertume dans sa voix qui attira l'attention de Poirot. « Et toi, est-ce que tu lui en veux ?» Les yeux d'Edward brillèrent. « Beaucoup de choses me dérangent, monsieur Poirot. » Poirot lui permit de partir après cela, mais il prit soigneusement note du ressentiment d'Edward. Enfin, Lady Cecilia. Elle entra à pas mesurés, le menton haut, son sang-froid impeccable. Elle s'assit gracieusement, regardant Poirot avec un froid dédain. « Vous soupçonnez un acte criminel, monsieur Poirot ?» dit-elle d'une voix douce comme de la soie. « Je soupçonne, » dit délicatement Poirot, « que tout n'est pas comme il semble. » Lady Cecilia rit doucement. « Comme c'est dramatique. » Poirot croisa les doigts. « Dites-moi, madame, quels étaient vos sentiments envers Sir Everard ?» Son sourire n'a jamais faibli. « Affection, respect. Nous avions nos différences, bien sûr, mais quel mariage n'en a pas? Et la nuit où il est mort, j'ai pris une retraite anticipée. J'avais mal à la tête. » Poirot ne dit rien. Les yeux de Lady Cecilia se plissèrent légèrement. « Tu doutes de moi. »« Madame, » dit doucement Poirot, « je doute de tout. C'est mon métier. » Il y eut une étincelle de quelque chose, une irritation dans son regard. Elle se leva doucement.
S'il n'y a rien d'autre, monsieur Poirot. Il se leva également, s'inclinant. Pour l'instant, madame. Elle quitta la pièce, laissant dans son sillage une légère odeur de parfum coûteux. Poirot restait debout, son expression illisible. Il avait rassemblé ces informations, et sous la surface de ces mots polis, il les avait sentis, un tourbillon de secrets cherchant désespérément à rester cachés. Mais les secrets avaient tendance à passer à travers les plus petites fissures, et Hercule Poirot était passé maître dans l'art de trouver les fissures. Le soleil de l'après-midi se glissa derrière un voile de nuages, plongeant Greystone Manor dans une obscurité sourde et mélancolique. Poirot, assis près de la cheminée dans le salon, réfléchissait soigneusement aux questions. Chaque entretien avait laissé une impression distincte, comme de légères empreintes de pas dans la terre molle. Certains sont plus lourds, d'autres plus légers, mais aucun n'est sans signification. C'est Arabella qui le trouva là, tenant une liasse de papier dans ses mains gantées et l'air inhabituellement échevelé. « Ah, monsieur Poirot, dit-elle à bout de souffle, je pense avoir trouvé quelque chose. » Poirot se leva instantanément. « Viens, mademoiselle, dites-le-moi. » Arabella posa les papiers sur la petite table d'appoint entre eux. Poirot, avec un soin infini, ajusta ses menottes et commença à les examiner. Il s'agissait de lettres, de correspondances entre Sir Everard et son avocat, M. Lyle. Oncle les avait cachées dans le double fond du tiroir de son bureau, a déclaré Arabella. Je pensais que peut-être... Les yeux de Poirot s'éclairèrent. Il en parcourut rapidement le contenu. Plusieurs lettres étaient banales, notes sur des investissements, conflits immobiliers, mais l'une d'entre elles a immédiatement attiré son attention. Elle était datée de 2 semaines avant la mort de Sir Everard. « Cher Lyle, il lit, j'ai décidé de modifier les termes de mon testament. Cecilia n'est pas la femme que je croyais. Je souhaite qu'Arabella et Edward héritent de la succession principale. Préparez les documents immédiatement. Je crains qu'un retard ne s'avère dangereux. » Les doigts de Poirot se resserrèrent légèrement sur le papier. Dangereux. Ce n'était pas un mot qu'un homme comme Sir Everard n'utilisait pas à la légère. « Alors c'est vrai, » murmura Arabella. Il voulait tout changer, et maintenant il est mort, et la nouvelle volonté a disparu. L'esprit de Poirot fonctionna rapidement. La conclusion naturelle était évidente. Lady Cecilia avait découvert les intentions de Sir Everard et avait frappé de manière préventive pour protéger sa fortune. Cela irait parfaitement, trop bien. Poirot pinça les lèvres. Il se méfiait toujours de la solution qui arrivait trop vite. D'après son expérience, le coupable évident était souvent le mauvais, un dispositif destiné à dissimuler une vérité plus sournoise. Pourtant, les apparences avaient leur utilité. « Vous devez me permettre, mademoiselle, » dit gravement Poirot, « d'arranger une petite scène. » Arabella hocha la tête, perplexe mais volontaire. Ce soir-là, Poirot a demandé à Arabella de faire circuler discrètement la découverte de la lettre, non pas dans le cadre d'une annonce officielle, mais par les canaux habituels de commérage et de conversation insouciante. Hawkins l'entendrait en premier, bien sûr. Les domestiques le faisaient toujours. De là, cela se répercuterait sur Madame Danvers, le docteur Corrigan, Edward, et enfin, inévitablement, Lady Cecilia. Et puis, Poirot regardait. Cela n'a pas pris longtemps. Au dîner, l'atmosphère à Greystone Manor était sensiblement différente. Le vernis poli de la table à manger était tendu, la conversation fragile et forcée. Hawkins bougeait avec une raideur mécanique pendant qu'il servait. Madame Danvers était inhabituellement silencieuse, son regard perçant se dirigeant de temps en temps vers Lady Cecilia. Edward, affalé sur sa chaise, semblait amusé comme s'il attendait un feu d'artifice. Lady Cecilia elle-même, cependant, était la perfection incarnée. Elle discutait avec légèreté de sujets insignifiants, complimentait le plat de poisson et souriait même, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Poirot, toujours vigilant, observait chaque tic, chaque regard faussement désinvolte,
chaque glissement de fourchette contre l'assiette. Il ne disait pas grand-chose lui-même, laissant les courants sous-jacents tourbillonner sans entrave. Lorsque le café fut servi dans le salon, Poirot s'excusa discrètement et se posta dans le couloir sombre à l'extérieur. Quelques instants plus tard, il l'entendit. L'ouverture douce et prudente d'une porte, la porte du bureau. Poirot bougea silencieusement, s'approchant juste assez pour apercevoir la silhouette élancée penchée sur le bureau de Sir Everard, fouillant dans les tiroirs, avec une urgence désespérée. Dame Cecilia. Elle était si concentrée sur sa recherche qu'elle n'entendit pas l'approche mesurée de Poirot jusqu'à ce qu'il parle doucement. Presque avec regret. « Madame, dit-il, permettez-moi de vous offrir mon aide. » Lady Cecilia se figea puis se redressa avec un contrôle exquis. Son expression, lorsqu'elle se retourna, était calme, presque dédaigneuse. « Je cherchais une lettre, » dit-elle froidement. Certaines correspondances commerciales d'Evrard n'ont jamais été réglées après sa mort. Poirot sourit doucement. « Et naturellement, vous avez choisi de mener vos recherches en secret ?» Les yeux de Lady Cecilia brillèrent. « Je ne voulais pas déranger Arabella avec de fastidieuses formalités administratives. »« Un noble sentiment, » murmura Poirot. Il y eut un long silence chargé. Enfin, Lady Cecilia dit d'une voix de dédain mesuré. « Si vous avez fini de m'accuser implicitement, Monsieur Poirot, je prendrai ma retraite. » Elle le dépassa sans un autre mot. Poirot resta là où il était, tapotant pensivement son menton. Les recherches nocturnes de Lady Cecilia pourraient être synonymes de culpabilité. Cela pourrait aussi signifier la peur ou le désespoir. Il ne pouvait ni ne voulait tirer des conclusions prématurées. Pas encore. Le lendemain matin apporta un développement inattendu. L'inspecteur Henshaw, un homme trapu avec une calvitie et une expression perpétuellement inquiète, est arrivé à Greystone Manor en réponse à la demande discrète d'assistance officielle de Poirot. « Bonjour, monsieur Poirot, » dit Henshaw en lui serrant vigoureusement la main. « Vous avez dit que vous aviez besoin de moi pour enquêter sur une affaire ?» Poirot sourit modestement. « Une petite enquête, mon ami. Aurez-vous la gentillesse de fouiller les quartiers de Lady Cecilia ?» Henshaw cligna des yeux. « Madame ? Oui ? Sous quel prétexte ?» Poirot sourit. Une information anonyme concernant le testament manquant. Henshaw, et c'est tout à son honneur, n'a pas contesté. Une demi-heure plus tard, il revint, l'air penaud. Rien, monsieur, pas une miette. Poirot hocha simplement la tête. Il ne s'attendait pas à trouver le testament en possession de Lady Cecilia. La fausse piste se révélait. Trop de choses allaient trop bien. La veuve trop froide, la volonté trop commodément absente, le timing trop suspect, cela empestait l'orchestration, la surface destinée à induire en erreur. Poirot l'avait déjà vu, lorsqu'un crime avait été organisé pour viser directement un individu, garantissant que les autres passaient inaperçus. Il lui fallait une autre approche, et puis le destin, ou plutôt la psychologie, l'a proposé. Cet après-midi-là, Poirot rencontra Madame Danvers dans le couloir, portant un plateau de linge. Quelques mots bien placés, inoffensifs, presque négligents, sur la possibilité d'enquête plus approfondie sur les activités des domestiques provoquèrent une réaction qui surprit même Poirot. Madame Danvers apprit une horrible nuance de gris, qui a serré le plateau si fort que ses jointures ont blanchi. « Quelque chose ne va pas, madame ?» demanda doucement Poirot. « Non, non, monsieur, » balbutia-t-elle. Poirot inclina gravement la tête et la laissa partir, pour l'instant, mais il avait vu la vérité dans ses yeux terrifiés. Il y avait encore plus de secrets à Greystone Manor. Des secrets qui ne concernaient pas uniquement Lady Cecilia. Et Hercule Poirot, maître de l'âme humaine, avait l'intention de les découvrir chacun d'entre eux. Le lendemain s'est levé gris et humide, avec la promesse de fortes pluies dans l'air. Greystone Manor semblait se retirer sur lui-même, sa façade en pierre menaçante, ses fenêtres vides de secrets. Poirot, cependant, accueillit la matinée avec une détermination renouvelée.
Il était temps de tendre son piège psychologique. Pas par l'accusation. Non, non. Hercule Poirot savait qu'il valait mieux ne pas affronter directement les suspects, à ce stade. Au lieu de cela, il remuait les eaux avec précaution, regardant les ondulations révéler les poissons cachés. Le petit déjeuner était servi dans la véranda, curieux mélange de formalité et de civilité forcée. Lady Cecilia présidait avec son sang-froid habituel. Arabella essayait en vain de soutenir la conversation et Edward boudait derrière son journal. Poirot, impeccablement habillé dans un costume sombre et une cravate en soie, sirota son café avec une précision délicate avant de parler. « J'ai fait une découverte des plus intéressantes, » dit-il d'un ton léger, comme s'il commentait la météo. Il y a eu un changement subtil autour de la table. Les têtes se tournèrent, les fourchettes s'arrêtèrent. « Oh !» s'enquit Lady Cecilia d'un ton amusé. Poirot sourit doucement. « Oui, en effet. Il semble que le testament manquant n'ait jamais été détruit, comme certains auraient pas pu l'espérer. » Un silence tomba, épais et impatient. Edward abaissa son journal d'un pouce. Arabella parut surprise. Lady Cecilia haussa un sourcil dans une question élégante. « Comme c'est extraordinaire, » dit-elle. Poirot haussa les épaules. « Cela sera bientôt révélé, n'est-ce pas? Peut-être même aujourd'hui. » Il laissa les mots flotter dans l'air comme un parfum. Pendant quelques instants, personne ne bougea. Puis Édouard se leva brusquement, marmonnant quelque chose à propos de son besoin d'air, et sortit à grands pas de la véranda. Arabella jeta un regard incertain à Poirot, qui se contenta de sourire et de siroter son café. La première ondulation. Poirot passa l'heure suivante dans la bibliothèque, cataloguant ostensiblement les papiers de Sir Everard. En réalité, il a écouté. Greystone Manor avait une acoustique particulière. Des voix se propageaient étrangement dans ces couloirs de pierre. Il entendit les pas précipités d'Edward qui reculait vers l'aile ouest. Plus tard, il entendit le tintement sourd d'un « Verse la carafe dans le bureau, peut-être ?» Il fallait calmer les nerfs. Il remarqua également que Madame Danvers s'acquittait rapidement de ses tâches, mais plus distraite que d'habitude, laissant tomber un plateau en argent avec un bruit qui résonnait de façon inquiétante. La famille bougeait sous le poids de la pression. Poirot décida qu'il était temps d'aller un peu plus loin. Il chercha Madame Danvers dans le hall des domestiques et la trouva en train de plier le linge avec une précision mécanique. « Madame, dit-il doucement, vous êtes troublée. » Elle tressaillit mais ne dit rien. « Viens !» le pressa doucement Poirot. « Il vaut mieux parler que de porter un tel fardeau. » Madame Danvers le regarda pendant un long moment, son visage étant un champ de bataille d'émotions. Finalement, elle se laissa tomber sur une chaise en se tordant les mains. « Je ne sais rien du testament, monsieur, dit-elle. Je le jure, mais il y a autre chose. Quelque chose que j'ai vu la nuit où Sir Everard est mort. » Poirot se pencha en avant. « Je descendais très tard, murmura-t-elle. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu des voix feutrées et en colère venant du bureau. « Des voix, madame ?» C'est celui de Lady Cecilia et celui du jeune monsieur Edward. Les yeux de Poirot s'éclaircirent. « Tu es certain ?»« Je connais leur voix, monsieur. Ils se disputaient, à propos d'argent, je pense. Puis, tout s'est calmé. J'ai entendu une porte claquer. Quand je suis passé quelques minutes plus tard, le bureau était sombre. Poirot se rassit, analysant cette révélation. Edward et Lady Cecilia, alliés? Des adversaires? Cela a considérablement modifié la texture du boîtier. Il remercia Madame Danvers et la laissa assise là, pâle et tremblante. Plus tard, dans l'après-midi, Poirot trouva Arabella dans la roseraie, en train de tailler avec une énergie sauvage. « Vous semblez perturbée, mademoiselle, » observa-t-il doucement. Arabella soupira, jetant les cisailles. « Je suis perturbé, monsieur Poirot. Je n'arrête pas de penser, si l'oncle Everard soupçonnait Lady Cecilia de trahison, pourquoi n'a-t-il pas dit quelque chose d'emblée? Pourquoi ce secret?
Poirot la regarda pensivement. Parce que, peut-être, il ne faisait entièrement confiance à personne. Arabella pâlit. « Tu penses qu'il craignait quelqu'un d'autre » Le sourire de Poirot était énigmatique. « Je pense, mademoiselle, qu'il faut regarder au-delà de la surface. » Il la laissa là, laissant les germes du doute prendre racine. Ce soir-là, Poirot convoqua une réunion tranquille avec l'inspecteur Henshaw dans le petit bureau attenant au salon. « Vous voyez, mon ami, » dit Poirot en tapotant le bout de ses doigts, « l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. » Henshaw fronça les sourcils. « Vous pensez que Lady Cecilia n'est pas notre principale suspecte après tout ?»« Je pense qu'elle est trop manifestement coupable, » a déclaré Poirot. « Et c'est toujours suspect. » Henshaw grogna. « Tu as quelqu'un d'autre en tête ?» Poirot sourit faiblement. « Pas encore, mais nous verrons. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Préparez-vous, inspecteur, dit-il. J'ai organisé une petite réunion après le dîner, une petite expérience psychologique. » Le dîner fut une affaire tendue et silencieuse. Poirot parlait peu, observant chaque mouvement, chaque expression à moitié formée. Ensuite, dans le salon, Poirot se leva, attirant l'attention de la pièce d'un simple lever de la main. « Mesdames et messieurs, dit-il, je dois vous demander votre patience pendant quelques instants. Il s'agit de la question du testament manquant de Sir Everard. » Tout le monde se raidit. Poirot continua doucement. « Je crois que le testament existe toujours, caché quelque part dans cette maison. » Une inspiration collective. Et donc, dit-il en sortant une petite boîte de sa poche, je propose une solution simple. Il plaça la boîte, une petite boîte en acajou poli, sur la table d'appoint. C'est, dit-il, une sorte de confessionnal. Ce soir, avant de se coucher, quiconque a connaissance du testament ou le possède peut le déposer à l'intérieur. Demain matin, nous verrons. Il sourit gentiment. Vous avez ma parole d'honneur, pas de questions, pas d'accusations, seulement la volonté. Il y eut un long silence tendu. Poirot se retira, laissant la boîte briller sous la douce lumière du lustre. C'était bien sûr une ruse. Poirot ne s'attendait pas à ce que le coupable tombe entièrement dans le piège. Mais la culpabilité avait des effets étranges, et même la peur d'être exposé pouvait pousser quelqu'un à commettre une erreur fatale. Il a attendu. Le lendemain matin, Poirot se leva tôt. Il descendit au salon où la boîte restait intacte, du moins qu'aux yeux du hasard. Poirot, cependant, avec la précision d'un bijoutier inspectant un diamant impeccable, remarqua le moindre déplacement, un déplacement si léger qu'il aurait échappé à la plupart des yeux. Il ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait pas de testament, mais un bout de papier plié en deux. Sur celui-ci, écrit d'une main pressée et crispée, se trouvaient 3 mots. C'était Edward. Poirot sourit sinistrement. Le jeu psychologique avait commencé à porter ses fruits. Mais maintenant arrivait la partie la plus dangereuse, transformer les soupçons en certitude. Il glissa le billet dans sa poche et redressa ses poignets. Ce soir, il tendrait le prochain piège. Et Hercule Poirot n'a jamais tendu de piège qui ne se déclenchait pas précisément au moment où il le souhaitait. La journée s'est déroulée sous un ciel bas et oppressant. La pluie avait commencé à tomber en gouttes lentes et lourdes, détrempant les pelouses de Greystone Manor et s'accumulant le long des allées pavées. L'atmosphère à l'intérieur de la maison n'était pas moins tendue, comme si le bâtiment lui-même se tendait sous le poids de peurs inexprimées et d'une pression croissante. Poirot, cependant, se déplaçait sereinement à travers tout cela. Sa petite silhouette soignée représentait un point de calme absolu. Il passa la matinée à examiner ostensiblement les documents financiers de Sir Everard dans la bibliothèque, mais en réalité à observer. Notant qui s'attardait près du salon, qui regardait anxieusement vers la boîte polie où le message anonyme avait été placé la nuit précédente. Lady Cecilia y avait à peine jeté un coup d'œil. Edward lui lança un seul regard aigu avant de se retirer derrière un livre. Madame Danvers s'était signée en silence tout en époussetant à proximité.
Arabella semblait tendue, mais déterminée, ses yeux cherchant continuellement ceux de Poirot pour se rassurer. Poirot attendit. Il le savait. Lorsqu'un secret commençait à s'effondrer, il tombait rarement tout seul. Il en a entraîné d'autres avec lui, révélant des lignes de failles inattendues. Et bien sûr, juste avant le déjeuner, la tempête éclata. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un cri perçant résonna dans la maison. Poirot se leva instantanément, le cœur calme mais l'esprit vif comme un rasoir. Il venait de l'aile ouest, des appartements d'Édouard de Arabella, pâle et tremblante, trébucha dans le couloir alors que Poirot arrivait, pointant du doigt d'une main tremblante. « Là-dedans !» Elle haleta. Poirot entra rapidement. Édouard gisait étendu sur le sol à côté de son bureau, du sang coulant d'une entaille à sa tempe. La chaise du bureau était renversée, les papiers éparpillés. Un lourd presse-papier en laiton. Une chose laide en forme de lion se trouvait sur le sol près de sa main tendue. Poirot se rapprocha, touchant légèrement le poignet d'Édouard. Vivant, le pouls est faible, mais là. « Allez chercher le docteur Corrigan », dit sèchement Poirot par-dessus son épaule. Arabella s'est enfuie. Poirot s'agenouilla, examinant la scène avec minutie. La blessure était fraîche, vieille de quelques minutes. Aucune entrée forcée, aucun signe de lutte au-delà des abords immédiats. Aucune trace de l'agresseur. Il remarqua aussi autre chose, une feuille de papier à moitié brûlée dans la cheminée. Seul un coin restait lisible, mais l'œil vif de Poirot capta les mots révélateurs. Le sous-signé, Évrard Bruton. La volonté, ou ce qui avait été autrefois la volonté. La bouche de Poirot se serra. Quelqu'un avait essayé de détruire les preuves et de faire taire Édouard. Quelques minutes plus tard, le docteur Corrigan arriva, soufflé et troublé. Il s'agenouilla à côté d'Édouard, l'examinant avec une efficacité professionnelle. « Et il vivra », annonça-t-il au bout d'un moment. « Une commotion cérébrale, mais rien de pire s'il a de la chance. » Poirot hocha gravement la tête. « Il faut le garder, docteur. Plus d'accident. » Le docteur Corrigan parut troublé, mais accepta. Poirot les laissa là, retournant dans le couloir où les autres s'étaient rassemblés en groupe anxieux. Il s'adressa à eux avec calme. « Il y a eu une attaque, a-t-il déclaré, sur Édouard Bruton. Un halètement collectif. Une attaque ?» dit sèchement Lady Cecilia. « Par qui ?»« Ah !» dit Poirot en écartant les mains. « C'est là, madame, la question. » Il les examina un par un. « Édouard va récupérer, dit-il. Mais c'est clair maintenant. Quelqu'un dans cette maison a peur de la vérité. Quelqu'un est désespéré. » Il laissa les mots pénétrer. Arabella s'agrippa au dossier d'une chaise pour se soutenir. Madame Danvers s'est encore signée. Le visage de Lady Cecilia était un masque. Hawkins, appelé en toute hâte par Arabella, se tenait pâle et tremblant près de la porte. Poirot inclina légèrement la tête. « Je demanderai que personne ne quitte Greyston Manor jusqu'à nouvel ordre, a-t-il déclaré. C'est nécessaire pour votre sécurité ainsi que pour la justice. » Personne n'a protesté. La peur les avait maintenant. Et Poirot, maître du jeu psychologique, savait que la peur déliait les langues plus vite que l'accusation. Cet après-midi-là, Poirot entreprit une fouille silencieuse et méthodique de l'aile ouest, pas pour rechercher des empreintes digitales ou des empreintes de pas. Ces indices physiques étaient peu fiables et trop faciles à mettre en scène. Non, Poirot recherchait le subtil, le cadre mal aligné, la poussière perturbée, la légère trace de fumée de cigarette là où il ne devrait pas y en avoir. C'est dans le petit escalier de service, rarement utilisé, qu'il trouva quelque chose d'intéressant. Un seul bouton de nacre posé sur la 3e marche. Poirot se pencha pour l'examiner. C'était un bijou démodé, fait de vraies perles, celles qui étaient autrefois cousues sur les uniformes des hauts fonctionnaires de la maison. Son esprit parcourut rapidement les possibilités. Madame Danvers portait de tels boutons, tout comme Hawkins. Et pourtant, l'uniforme de Madame Danvers était impeccable ce matin,
lorsqu'il l'avait vue époussetée. Il glissa soigneusement le bouton dans une petite enveloppe, une pièce de plus pour le puzzle. Ce soir-là, au dîner, la tension qui régnait était suffocante. Poirot, après une entrée volontairement tardive, prit place et inspecta la pièce. Lady Cecilia était pâle mais posée. Arabella mangeait sa nourriture sans appétit. Hawkins a servi avec une efficacité mécanique. Madame Danvers parlait à peine. L'attitude joviale du docteur Corrigan était totalement absente, remplacée par une anxiété muette. Seul Edward, confiné dans son lit sous les ordres stricts du docteur Corrigan, était absent. Poirot attendit que le dessert soit servi avant de parler. « Je dois vous remercier tous, a-t-il déclaré, pour votre coopération pendant cette période difficile. » Un murmure d'accord poli. « Mais vous voyez, continua-t-il, l'attaque contre Edward n'était pas un simple acte de violence. C'était une tentative de le faire taire, pour l'empêcher de révéler ce qu'il savait. » La cuillère de Lady Cecilia claqua brusquement contre son assiette. Les yeux de Poirot brillèrent. « Et que savait-il » dit doucement Poirot. « C'est là, mes amis, la question. C'est la réponse qui me mènera à celui qui a assassiné Sir Everard Bruton. » Le mot assassiné tomba comme un coup de tonnerre. Madame Danvers haleta bruyamment. Arabella est devenue blanche. Le docteur Corrigan fouilla dans sa serviette. Lady Cecilia, après un battement de cœur gelé, se leva. « Si vous avez des accusations à porter, monsieur Poirot, dit-elle d'un ton glacial, faites-le ouvertement. » Poirot sourit. « Tout cela attend, madame. Pour l'instant, je dirai seulement ceci. D'ici demain soir, la vérité sera révélée. » Il s'inclina. « Bonne nuit, mesdames, messieurs. » Il les laissa le regard fixé, la tempête qu'il avait déclenchée prenant de l'ampleur derrière lui. Dans le calme de sa propre chambre, Poirot s'est assis et a révisé ses notes mentales avec soin et amour, comme un artiste examine un tableau presque terminé. Il manquait encore quelques coups de pinceau, mais demain, se promit-il, il serait terminé. Et alors, la vérité, dans toute sa terrible simplicité, serait mise à nu. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les lourds rideaux du Greystone Manor, projetant de longues ombres floues sur les sols cirés. L'orage était passé, mais l'atmosphère à l'intérieur restait tendue, électrique d'une tension inexprimée. Poirot se leva tôt, comme à son habitude, et s'habilla avec un soin méticuleux. Un pantalon gris aux plis prononcés, un gilet pâle et ses plus belles chaussures en cuir verni noir. Tout en attachant son épingle à cravate, il s'observa dans le miroir avec une calme satisfaction. Aujourd'hui, la performance doit être parfaite, car aujourd'hui, Hercule Poirot allait découvrir l'indice caché qui mènerait à la vérité. Après un petit déjeuner léger, œufs préparés exactement comme il faut par une Madame Danvers. Très nerveuse, Poirot s'est mis à son occupation matinale, une série de conversations privées sous prétexte de simple inquiétude. Son véritable objectif, cependant, était singulier, rassembler les derniers fils de la faiblesse humaine et de la contradiction qui tisserait le modèle complet. Il commença naturellement par Arabella. Il la trouva dans la bibliothèque, regardant fixement un livre qu'elle n'avait clairement pas l'intention de lire. « Ah, mademoiselle, » dit Poirot en s'asseyant à côté, « comment allez-vous ce matin ?» Arabella se força à sourire pâlement. Inquiet. Pour Edward, pour tout. Poirot inclina la tête avec sympathie. « Et pourtant, tu es courageux, très courageux. » Arabella rougit. « Je veux seulement la vérité, monsieur Poirot. »« Juste comme ça, » dit Poirot. Il se pencha légèrement en avant. « Et dis-moi, cette maison Greystone Manor, tu l'aimes ?» Arabella cligna des yeux face à cette question inattendue. « Bien sûr, c'est dans notre famille depuis des générations. »« Et s'il était perdu ?» Arabella pâlit. « Je ne sais pas. Oncle Everard voulait s'assurer que cela reste dans la famille. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Justement, » dit-il doucement. Il la laissa réfléchir à sa remarque énigmatique et passa à autre chose. Ensuite, était le docteur Corrigan. Poirot le trouva arpentant le petit jardin clos, tirant anxieusement une pipe. «
Bonjour, docteur, dit Poirot, d'un ton cordial. Bonjour, grogna Corrigan. Pas grand-chose. Tu es troublé, je pense. Corrigan fronça les sourcils. Cette affaire avec Édouard, c'est moche, Poirot. Vraiment moche. Je n'ai pas signé pour ça. Poirot sourit légèrement. Pourtant, vous étiez ici, docteur, la nuit où Sir Évrard est mort. Un ami intime, un témoin. Corrigan se raidit. Qu'est-ce que tu suggères? Seulement que toi aussi tu as un rôle à jouer dans ce drame, dit Poirot d'un ton léger, que tu le veuilles ou non. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Vous aimez jouer aux échecs, docteur? Corrigan parut perplexe. Oui. Pourquoi? Poirot se haussa les épaules. Parce que le meurtre est aussi un jeu de stratégie. Il laissa Corrigan le regard noir derrière lui. La conversation suivante fut la plus délicate. Hawkins, le majordome, se tenait au garde-à-vous, à l'extérieur de la salle à manger, un modèle de discrétion et d'effacement. Poirot s'approcha doucement de lui. « Dites-moi, monsieur, dit Poirot, la nuit de la mort de Sir Évrard, vous avez apporté le cognac, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » a déclaré Hawkins. « Et vous avez vu Sir Évrard vivant pour la dernière fois. »« Oui, monsieur. » Poirot hocha la tête pensivement. « Et tu as verrouillé la porte du bureau derrière toi quand tu es parti ?» Hawkins hésita. Le moindre scintillement, mais Poirot le vit. « Non, monsieur, dit-il finalement. Je l'ai tiré, mais il n'a pas cliqué. Vieille serrure, colle parfois. » Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Merci, dit-il doucement. Une porte déverrouillée. Un homme vulnérable. Une opportunité parfaite. » Poirot rangea soigneusement le détail. Cela a confirmé une partie de sa théorie grandissante et éliminé certaines possibilités. Finalement, Poirot retourna dans la salle du matin où Lady Cecilia était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux, non Lupin elle, leva les yeux lorsqu'il entra. Son visage composé, élégant et totalement impénétrable. « Monsieur Poirot, dit-elle froidement. »« Madame, répondit-il en s'inclinant légèrement. Ils se regardèrent un long moment, deux adversaires sur un échiquier invisible. « J'espère, dit Lady Cecilia d'une voix trompeusement douce, que vous approchez de la fin de votre enquête. Poirot sourit légèrement. « Je le suis, madame, et bientôt la vérité éclatera. » La bouche de Lady Cecilia se courba en quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Vérité, murmura-t-elle, une créature insaisissable. Pas pour Hercule Poirot, dit-il doucement. Je n'ai qu'à regarder assez attentivement. Les petites choses. » Il laissa les mots flotter dans l'air, l'observant. Et l'espace d'un instant, le plus court instant, il l'a vu, la lueur de malaise derrière son extérieur poli. C'était suffisant. Poirot s'inclina une fois de plus et se retira. Le décor était planté. Tard dans l'après-midi, Poirot demanda l'aide d'Arabella pour récupérer certains papiers du bureau de Sir Évrard. Une course qui lui permit d'examiner à nouveau la pièce, sans être dérangé. Il se déplaçait avec un soin infini, ne touchant à rien, ne dérangeant rien, se contentant d'observer. Et c'est là, derrière le grand fauteuil en cuir où Sir Évrard s'était assis tant de nuit, que Poirot le trouva. Un mince fragment de papier, tombé et coincé entre le pied de la chaise et le sol. Avec des pincettes, Poirot le sortit. Les bords étaient roussis mais toujours lisibles. Et les mots écrits là, de la main même de Sir Évrard, étaient accablants. S'il m'arrive quelque chose, ce sera parce que quelqu'un en qui j'avais confiance m'a trahi. Les doigts de Poirot se resserrèrent légèrement sur le fragment. C'était la dernière pièce. Sir Évrard le savait. Il s'en était douté. Et maintenant Poirot le savait aussi. Il plaça soigneusement le fragment dans sa poche et s'autorisa un petit sourire satisfait. Demain soir, il les rassemblerait tous. Demain soir, il révélerait le tueur. Et la justice, rapide, certaine, inévitable, serait rendue. La tempête était passée, mais ses résidus semblaient s'accrocher à Greystone Manor, s'enroulant le long des couloirs comme une brume invisible. La maison était anormalement calme, retenant son souffle, attendant. Selon l'accord de Poirot, le rassemblement était fixé à 8 heures précises.
Aucune excuse, aucune absence autorisée. Une assemblée finale, comme il le préférait si souvent, où toutes les questions seraient posées, où chaque vérité serait impitoyablement mise en lumière. L'inspecteur Henshaw arriva à l'heure, un cahier et un crayon soigneusement rangés dans la poche de son manteau, l'air sombre mais impatient. « Ils sont prêts pour vous, monsieur », murmura Henshaw alors que Poirot entrait dans le salon. Les suspects étaient assis devant lui, chacun supportant de différentes manières la tension des derniers jours. Arabella, pâle mais déterminée. Lady Cecilia, toujours aussi élégante, son visage est un masque de porcelaine. Le docteur Corrigan, les yeux lourds, sa gaieté habituelle se transforma en une vigilance maussade. Madame Danvers, légèrement tremblante, serrant son mouchoir. Hawkins, debout près de la porte, la mâchoire serrée. Edward, encore faible à cause de sa blessure à la tête, était allongé dans un fauteuil, un bandage sombre sur le front, l'expression réservée. Poirot prit place près de la cheminée, le bout des doigts serré, et les observa. « Mesdames, messieurs, commença-t-il d'une voix basse mais claire, le moment est venu. » Une vague de malaise parcourut la pièce. « Depuis des jours maintenant, poursuivit Poirot, nous vivons dans une maison pleine de secrets. Mais Hercule Poirot croit en la vérité, entière vérité révélée avec précision et ordre. » Il fit une pause, laissant le silence s'étendre, resserrant l'étau. « Et donc, dit-il doucement, commençons par un fait simple. Sir Everard Bruton a été assassiné. » Madame Danvers haleta bruyamment. Arabella agrippa les accoudoirs de sa chaise. La pipe du docteur Corrigan tomba au sol avec un léger bruit. Lady Cecilia ne bougea pas. Poirot laissa la réaction se calmer avant de continuer. Il n'est pas mort de cause naturelle. Non. Sa mort a été arrangée, avec soin, intelligemment, par quelqu'un qui comprenait à la fois l'opportunité et la peur. Il marchait lentement devant eux. L'eau de vie qu'il a bue n'était pas empoisonnée. La lettre qu'il a regardée dans ses derniers instants était authentique. Le Nouveau Testament qu'il cherchait à signer était réel. Et pourtant, malgré tout cela, Sir Everard ne l'a jamais signé. Poirot se tourna brusquement, les yeux brillants. Parce qu'il n'en a jamais eu l'occasion. Il laissa les mots tomber comme des pierres dans un étang silencieux. On pensait, dit Poirot, que Lady Cecilia avait le plus à gagner. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Mais le meurtre, mes amis, est rarement aussi simple. Il s'arrêta, fixant chacun d'eux du regard. Considérez, Lady Cecilia vue tard dans la nuit, près du bureau. Lady Cecilia fouillant le bureau. Lady Cecilia, froide et sans émotion. Il a laissé tomber l'acte d'accusation. Et pourtant, aucune preuve. Physique. Aucune arme trouvée en sa possession. Aucune trace du testament manquant. Seuls les soupçons et les apparences peuvent être fabriqués. Il pivota vers Edward, dont le visage était devenu pâle. Le jeune Edward, en colère, plein de ressentiment. Un jeune homme qui voyait son avenir s'éloigner si Lady Cecilia héritait de tout, et qui, j'ai des raisons de le croire, s'est violemment disputé avec Lady Cecilia la nuit de sa mort. Edward ouvrit la bouche, mais Poirot le fit taire d'un regard. Et pourtant, toi aussi, Edward, tu as manqué d'opportunité. On t'a vu dans la bibliothèque en train de lire, ton alibi a été confirmé aussi faible soit-il. Poirot s'approcha de Madame Danvers. La fidèle gouvernante, fidèle à la mémoire de la première Lady Bruton. L'amertume s'envenime, mes amis. Elle empoisonne l'âme. Madame Danvers laissa échapper un faible gémissement, mais ne dit rien. Poirot continua sans remords. Et Hawkins, le majordome qui a vu Sir Everard vivant pour la dernière fois, qui a laissé la porte du bureau ouverte. Il fit une pause. Et puis, Dr Corrigan. Le médecin bougea inconfortablement. L'ami de confiance de la famille. Le médecin. L'homme a appelé le premier sur les lieux. La voix de Poirot baissa, gagnant en intensité. Qui de mieux, mes amis, pour déclarer une mort naturelle? Qui de mieux pour intervenir discrètement, pour s'assurer qu'aucun soupçon ne surgisse? Un murmure parcourut la pièce. Poirot se redressa. «
Mais l'indice le plus révélateur, a-t-il déclaré, est celui de la psychologie. Vous voyez, sœur Everard, dans ces derniers jours, avait peur. Il ne faisait entièrement confiance à personne. Il a caché le Nouveau Testament. Il a laissé des avertissements, subtils mais clairs, à ceux qui y regarderaient assez attentivement. Poirot sortit de sa poche le fragment de papier brûlé qu'il avait trouvé derrière le fauteuil en cuir. « C'est là, » dit-il en le levant, « le cœur du problème. Un avertissement écrit de la propre main de sœur Everard. Il lut à haute voix « S'il m'arrive quelque chose, ce sera parce que quelqu'un en qui j'avais confiance m'a trahi. » Poirot laissa les mots pénétrer profondément dans chaque âme présente. « Et qui, » demanda doucement Poirot, était celui à qui sœur Everard avait le plus confiance, celui dont il recherchait les conseils, dont la présence était acceptée. Sans contestation, il tourna son regard, inexorable, accusateur, vers le docteur Corrigan. « Vous, docteur !» Le visage du docteur Corrigan se détendit sous le choc. « Non, » commença-t-il, mais Poirot le coupa. « Vous connaissiez le testament, » a déclaré Poirot. Sœur Everard parlait trop librement. Vous saviez que si Arabella et Edward héritaient, vos dettes de jeu, ne seraient plus cachées par la générosité de sœur Everard. Il y eut une forte inspiration d'Arabella. Vous aviez besoin de sœur Everard vivant, ou à défaut, vous aviez besoin que sa fortune soit conservée entre des mains amies avec vous. Lady Cecilia, qui ne savait rien de vos échecs privés. La voix de Poirot se fit plus aiguë, et ainsi, lorsque sœur Everard a parlé ce soir-là de finaliser le Nouveau Testament, vous avez agi. Une drogue, glissée dans son eau de vie, non pas pour tuer, mais pour affaiblir. Un coup, soigneusement porté à la tête après son effondrement. Une mort passée pour naturelle par vous. Poirot s'approcha. Et quand Édouard a commencé à soupçonner la vérité, quand il a réalisé qu'il avait été utilisé, manipulé, vous avez encore frappé. Un coup à la tête avec un presse-papier. Corrigan se leva d'un bond. « C'est absurde. » Il a pleuré. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit doucement. « Mais je le fais, monsieur. » Il en sortit un autre objet, le bouton de perle trouvé dans l'escalier des domestiques. « Vous avez laissé tomber ça, docteur, en fuyant les lieux après avoir attaqué Edward. Cela vient de votre vieille veste de chasse, une veste que vous portiez cette nuit-là alors que vous pensiez que personne ne la verrait. » Corrigan fixait le bouton comme s'il s'agissait d'un serpent vivant. « Tu aurais dû le recoudre, » dit doucement Poirot. « Mais tu étais trop pressé. » Il y eut un lourd silence. Corrigan s'affaissa sur sa chaise, vaincu. Poirot fit un signe de tête à l'inspecteur Henshaw, qui s'avança et prit fermement le bras du médecin. Alors que Corrigan était emmené, Poirot se tourna vers les autres. Arabella le regarda, les yeux écarquillés de soulagement stupéfait. Lady Cecilia croisa son regard froidement. Et pour la première fois, une pointe de respect y brillait. Madame Danvers pleurait doucement dans son mouchoir. Hawkins resta figé, abasourdi. Poirot redressa ses poignets, sa voix redevenant sereine. « La vérité, mes amis, est toujours simple une fois qu'elle est clairement vue. » Il sourit faiblement, et c'est le plus grand plaisir d'Hercule Poirot de le révéler. Les lourdes portes du salon se refermèrent derrière l'inspecteur Henshaw et le docteur Corrigan en disgrâce, laissant derrière elle un silence fragile. L'assemblée restait figée, prise entre l'effondrement de ses hypothèses et le choc froid et dur de la vérité. Poirot resta parfaitement immobile pendant un moment, de plus, permettant à l'énormité de ce qui s'était passé de pénétrer dans chaque esprit. Puis à pas mesurés, il se dirigea de nouveau vers le centre de la pièce. « Mais, mes amis, » dit doucement Poirot, « il y a encore plus à révéler. » Arabella haleta doucement. Hawkins se déplaça inconfortablement près du buffet. Même Lady Cecilia, qui avait gardé son sang-froid jusqu'à présent, eut un léger sursaut. La voix de Poirot restait douce, presque conversationnelle. Le crime, voyez-vous, n'était pas une simple affaire d'impulsion ou de passion soudaine. Non, c'était un crime méticuleusement calculé, et comme c'est souvent le cas dans les affaires humaines, il nécessitait plus d'une main. Il marchait,
Lentement devant eux, sa petite silhouette soignée rayonnant d'une énergie contrôlée. Le docteur Corrigan a porté le coup final, oui, mais il n'a pas agi entièrement seul. Il fit une pause, laissant le silence devenir plus dense. Il y en avait un autre, quelqu'un qui offrait une opportunité, qui manipulait les circonstances pour s'assurer que Sir Everard serait seul et vulnérable au moment critique. Poirot se tourna, son regard balayant la pièce. Quelqu'un qui a déverrouillé la porte du bureau délibérément, en s'assurant qu'elle ne se verrouille pas correctement. Quelqu'un qui a placé la confiance avant la loyauté, le besoin avant la conscience. Un éclair de panique traversa le visage de Hawkins. Poirot s'arrêta juste devant lui. « Toi, Hawkins. » Le majordome ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La voix de Poirot était douce, implacable. Vous qui entreteniez si soigneusement les rythmes de la maison, qui saviez quand Sir Everard serait seul, vulnérable. Vous qui étiez endetté, des dettes de jeu comme celle du médecin, et dont la situation dépendait entièrement de la bonne volonté de Sir Everard. Poirot se pencha légèrement. Lorsque vous avez réalisé que Sir Everard avait l'intention de modifier son testament, de laisser l'essentiel de sa succession à Arabella et Edward, vous avez été confronté à la ruine. Le docteur Corrigan vous a approché. Il vous a promis une protection, une part de sécurité. Hawkins secoua faiblement la tête. Je ne lui ai pas fait de mal. Non, acquiesça Poirot. Vous n'avez pas porté le coup fatal, mais vous avez ouvert la porte. Vous avez dégagé la voie. Sans vous, le docteur Corrigan n'aurait pas pu agir aussi vite, aussi sûrement. Les larmes brillaient dans les yeux de Hawkins alors qu'il s'effondrait contre le mur. Poirot se détourna, l'air grave. « Il n'y a pas de crime trop grave, » dit-il doucement, « pour un homme désespéré. » L'inspecteur Henshaw, revenant tranquillement de sa course, a rapidement arrêté Hawkins. Le majordome s'en alla sans lutter, brisé par le fardeau de sa culpabilité. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Poirot fit face au reste de la maison. « Vous avez tous beaucoup souffert, » dit-il doucement, « mais la vérité est connue. La justice suivra son cours. » Arabella s'avança, le visage pâle mais résolu. « Monsieur Poirot, » dit-elle, la voix tremblante, « si vous n'étiez pas venu... » Poirot sourit faiblement. « Ah, mademoiselle, ce n'est rien. Seulement l'application des petites cellules grises. » Lady Cecilia s'approcha également. Le regard fixe. « Vous m'avez accusé, monsieur Poirot, » dit-elle. Poirot inclina la tête. « Je vous ai observé, madame. J'ai douté pendant un moment. C'est mon devoir. Mais j'ai aussi vu votre douleur, si cachée soit-elle. » La bouche de Lady Cecilia se serra. « J'ai adoré Everard, » dit-elle doucement. « À ma manière. Nous nous comprenions. Il savait que je ne pleurerais pas sur les apparences. » Poirot s'inclina légèrement. « Et c'est ainsi que j'ai compris. » Arabella les regarda tour à tour, la confusion assombrissant son expression. « Mais, à la volonté ?» demanda-t-elle avec hésitation. Poirot sourit. « Le testament, mademoiselle, n'a pas été détruit. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe cabossée. J'ai trouvé ceci caché dans un panneau creux derrière le bureau de Sir Everard, une cachette des plus astucieuses. Les yeux d'Arabella s'écarquillèrent. Elle attrapa l'enveloppe avec les mains tremblantes, mais s'arrêta regardant Poirot pour obtenir la permission. Il hocha la tête. Les doigts tremblants, Arabella retira le document qu'elle contenait. C'était le Nouveau Testament, signé et attesté. Laissant Greystone Manor et la majeure partie du domaine à Arabella et Edward, une larme coula sur la joue d'Arabella. « Merci, » murmura-t-elle. Poirot sourit doucement. C'était le souhait de Sir Everard, dit-il simplement. Plus tard, alors que les derniers vestiges du chaos commençaient à s'estomper et que la maison s'installait dans un calme épuisé, Poirot se tenait près de la grande baie vitrée du salon, regardant les pelouses mouillées par la pluie. L'inspecteur Henshaw le rejoignit, l'air tout aussi épuisé. « Vous aviez raison sur tout cela, » dit Henshaw d'un ton bourru, « mais je n'y aurais jamais pensé. Corrigan semblait si solide. » Poirot hocha la tête pensivement.
Les apparences, mon ami. Toujours les apparences. Il faut regarder en dessous. Henshaw grogna et Hawkins, le visage de Poirot s'adoucit. Un homme faible, sous une pression au-delà de toute endurance. Ils restèrent un moment silencieux. « Tu penses que ça va s'arrêter là ?» demanda finalement Henshaw. Poirot sourit faiblement. « Pour ces crimes, oui, mais la nature humaine, mon ami, c'est un mystère qui ne finit jamais vraiment. » Henshaw rit tristement et prit congé. Poirot resta un moment de plus, savourant le calme, l'intégralité de la solution. Puis, avec un petit soupir, il se détourna. Greystone Manor, si plein d'ombre, allait maintenant commencer à guérir. Et Hercule Poirot, exigeant, patient, implacable, avait une fois de plus rempli son devoir sacré, ramener l'ordre dans le chaos, voir à travers les tromperies du cœur humain et laisser la vérité briller clairement. Les jours suivants à Greystone Manor se sont déroulés dans un curieux mélange de soulagement, de tristesse et de reconstruction maladroite. Après ces révélations dramatiques, c'était comme si un grand poison s'était vidé de la maison, laissant derrière lui des espaces vides où vivait la peur. Les hommes de l'inspecteur Henshaw allaient et venaient avec l'efficacité mesurée de professionnels habitués à nettoyer les horribles séquelles d'un crime. Le docteur Corrigan et Hawkins ont été transférés à la prison du comté, en attendant des accusations formelles, complot en vue de commettre un meurtre, agression, tentative de meurtre. Les accusations s'accumuleraient lourdement contre eux. Poirot, quant à lui, resta à Greystone pendant 2 jours supplémentaires à la demande d'Arabella. Elle avait besoin d'être rassurée. Et lui, toujours pointilleux sur les répercussions psychologiques du crime, comprenait qu'il ne suffisait pas de dénoncer le mal, il fallait aider à réparer les bords brisés laissés derrière. Un mercredi matin pluvieux, Poirot était assis dans la bibliothèque sirotant une dernière tasse de café quand Arabella entra. Elle était une autre femme maintenant. Même si son visage était encore pâle à cause de l'épreuve, il y avait une nouvelle fermeté dans sa démarche, une détermination tranquille. « Monsieur Poirot, dit-elle, le testament a été déposé chez l'avocat. Tout est légal maintenant. »« Bon, dit doucement Poirot, les souhaits de Sir Everard sont exaucés. » Arabella hésita. « Mais et maintenant ?» demanda-t-elle presque pour elle-même. « Comment pouvons-nous vivre dans une maison où de telles choses se sont produites ?» Poirot posa sa tasse avec grand soin. « Vous vivez, mademoiselle, dit-il, comme Sir Everard l'aurait souhaité. Avec courage, avec dignité. Le passé doit être respecté, oui, mais il ne faut pas qu'il enchaîne l'avenir. » Elle sourit, le premier vrai sourire qu'il avait vu d'elle. « Je vais essayer, » dit-elle simplement. Poirot se leva et lissa sa veste. « J'ai toute confiance. » Ils se séparèrent alors avec une véritable chaleur. Arabella l'accompagna elle-même, jusqu'à la porte, un Hawkins silencieux, non plus majordome, mais simplement un vieil homme attendant son jugement, nulle part en vue. Le départ de Poirot de Greystone Manor s'est déroulé en douceur. Pas de grands adieux, pas d'adieux en larmes, seulement une reconnaissance discrète entre ceux qui sont restés, un clin d'œil à la nécessité de ce qui avait été fait. Alors que sa voiture de location parcourait le long trajet, Poirot s'accorda un moment de réflexion. Justice, pensait-il, avait été rendue. Pas parfaitement. Aucune justice n'est parfaite lorsque les cœurs sont brisés et les réputations détruites. Mais autant qu'il est possible d'y parvenir dans un monde aussi imparfait que celui-ci. L'esprit de Sir Everard, agité et méfiant à la fin, pourrait désormais dormir tranquille. Pourtant, Poirot savait mieux que quiconque que la fragilité humaine n'était jamais vraiment bannie. Il dormait peut-être, mais il se réveillerait ailleurs, dans une autre maison, dans une autre vie. C'était la bataille éternelle, et Hercule Poirot, soigné, précis, implacable, serait là pour y faire face lorsqu'il se présenterait. La justice, lorsqu'elle est venue, a été rapide. En moins d'1 mois, la nouvelle parvint à Londres.
selon laquelle le docteur Corrigan, confronté à l'accumulation de preuves et aux témoignages accablants de Hawkins, avait choisi d'avouer plutôt que d'être jugé. Ses aveux étaient amers, brisés, pleins d'excuses et de demi-vérités, mais ils satisfaisaient les tribunaux. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Hawkins, pour sa part, a été condamné à une peine moindre, 5 ans, en raison de son rôle secondaire et de son éventuelle coopération. La presse, bien entendu, s'est régalée du scandale. Meurtre à Greystone Manor. Les gros titres retentissaient. Médecin respecté dans un complot honteux. Il y avait des photographies granuleuses d'Arabella, posées et graves sur les marches du palais de justice, refusant de faire des déclarations. Lady, Cecilia inébranlable sous le contrôle du public, se retira dans une petite propriété qu'elle possédait dans le Dorset. Elle y vivrait ses jours, loin des murmures de la société de Market Ledbury, mais avec sa dignité intacte, Arabella et Edward, avec le temps, ont restauré Greystone Manor. Sous leur direction, la maison a retrouvé un peu de sa grâce d'antan. Non pas un retour à l'innocence, car cela était impossible, mais une résurrection néanmoins. Ils ont ouvert les jardins au public, organisé des événements caritatifs et construit de nouvelles traditions sur des fondations marquées mais durables. Poirot, content d'avoir réglé les choses, tourna son attention vers d'autres cas, d'autres tromperies, d'autres crimes, car telle était la nature de la vie. Un mystère résolu faisait simplement place au suivant. C'est plusieurs mois plus tard, par une fraîche matinée d'automne à Londres, que Poirot se retrouva seul à prendre son petit déjeuner dans son appartement, le Nouvelle Quotidienne appuyé contre le pot de marmelade. Un petit article, enfoui au plus profond des pages de Société a attiré son attention. Mademoiselle Arabella Bruton de Greystone Manor est fiancée au lieutenant Charles St. John, défunt de la marine de Sa Majesté. Le mariage devrait être une petite affaire de famille. Poirot s'autorisa un rare sourire satisfait. La vie se renouvelle, même au lendemain des ténèbres. Il plia soigneusement le papier et se leva, redressant sa veste d'un geste décisif. Il y aurait bientôt une autre affaire, une autre énigme. Mais pour ce matin, Hercule Poirot s'est permis un plaisir tranquille, un monde momentanément en paix. Et ainsi, alors que le soleil brillait chaleureusement à travers les fenêtres, Poirot se dirigea vers les rues animées de Londres, impeccable, calme et toujours vigilant, parce que le mal, comme les saisons, revenait toujours. Et Hercule Poirot serait prêt.